Aujourd'hui, les GPU sont au cœur des sujets autour de l'IA et du HPC. Malheureusement, ces GPU sont souvent très coûteuses et souvent mal utilisées ou utilisées partiellement. Pour cela, nous avons plusieurs techniques qui nous permettent justement de partager les GPU et de bénéficier d'un meilleur usage. Chacune correspondante d'ailleurs à un usage, un besoin spécifique. Nous avons deux approches pour utiliser les GPU dans un environnement de type Kubernetes. Mais juste avant de rappeler les différents usages, je voulais juste rappeler un petit peu la configuration qu'on pouvait prétendre à ne pas oublier, surtout dans un environnement de type Kubernetes. Hop. Donc, dans Kubernetes, il va falloir, dans cet environnement-là, il va falloir installer plusieurs outils, notamment une sur la partie des hosts, et une sur Kubernetes. Sur les hosts qui vont avoir justement l'accès au GPU, on va venir installer le driver NVIDIA. Le driver NVIDIA va nous permettre tout simplement, c'est le pilote de bas niveau, va permettre tout simplement une interaction entre la GPU et le conteneur ou le S. Il est obligatoire pour que Kubernetes puisse détecter tout simplement et exploiter les GPU. Ensuite, on va installer le NVIDIA Container Toolkit. Alors lui, cette utilitaire lui permet de fournir les outils et les bibliothèques qui sont nécessaires pour exécuter les conteneurs pour avoir un accès directement à la GPU, comme tout simplement NVIDIA Docker. Très bien. Donc ici, c'est pour la partie host qui accède directement à la GPU. Pour la partie Kubernetes, on a aussi également plusieurs outils sur lesquels il va falloir installer. Donc on a la partie device plugin qui va lui tout simplement exposer les GPU physiques ou partitionner comme des ressources disponibles pour Kubernetes. On va installer également le GPU Feature Discovery. Donc lui, tout simplement, il permet de détecter les capacités GPU pour peu que ça soit compatible avec la technologie MIG, qu'on y reviendra juste après, et compute, et va transmettre tout simplement les informations comme des labels sur les nodes, et va permettre une planification cohérente. Et ensuite, on va installer également ce qu'on appelle le MIG Management. Donc lui, tout simplement, va permettre d'automatiser la création et la gestion des profils MIG sur les GPU. J'y reviendrai après pour définir la partie MIG. Et enfin, on a la partie DCGM, qui est tout simplement le Data Center GPU Manager, qui va lui collecter, exporter les différentes métriques de santé, de performance, GPU, température, mémoire, les erreurs également, qui va permettre de les intégrer tout simplement dans un Prometheus et pour avoir une supervision de son cluster. Bon, tout ça, ce sont les éléments indispensables et pour bien faire, on peut tout simplement installer dans une plateforme de type OpenShift, par exemple, le NVIDIA Operator, qui est beaucoup plus simple, qui va me permettre de tout gérer et tout déployer d'un seul coup. Donc tout ça, pour résumer, hop, c'est d'avoir l'opérateur NVIDIA Operator, qui est certifié sur l'opérateur hub de OpenShift, mais qui peut être aussi installé, déployé au travers d'un L-chart. Voilà pour cette partie-là. Enfin, donc, maintenant que j'ai compris comment et les ressources nécessaires pour construire mes GPU pour mon environnement Kubernetes, je vais pouvoir avoir une approche
Donc, soit une approche, ce que je vais appeler GPU cluster, d'accord, où là, tout simplement, je vais avoir mon node, donc ici, qui va disposer donc d'une carte GPU, d'accord, donc avec plusieurs cœurs. Donc ça, c'est ma carte GPU sur lesquelles je vais avoir mon pod qui va pouvoir accéder à cette GPU. Donc ici, c'est tout simple, j'ai tout simplement un pod qui utilise une GPU en entier sur un node. D'accord? Donc là, ici, on peut tout à fait imaginer que la GPU est sous-utilisée. Par contre, c'est simple à utiliser, il n'y a aucun souci. Ensuite, voyons une deuxième approche qui va être plutôt pour résoudre cette partie-là. Et c'est le sujet de ce Lightboard qui est la partie GPU slicing. GPU slicing. Donc, ici, j'ai toujours mon node sur lequel, toujours des GPU, sur lesquels je vais avoir cette fois-ci plusieurs pods qui vont accéder à la GPU. Donc là, la GPU est mieux utilisée, les coûts sont plutôt optimisés. C'est ici, et c'est ici que je souhaite m'attarder, cette partie-là, pour vous exposer tout simplement les différents modes de GPU slicing qu'on peut rencontrer. Alors, avant de passer d'ailleurs à cette explication, je vais également vous indiquer par exemple un cas d'usage. Donc, je vais prendre un data scientist. Donc, mon data scientist. Mon data scientist, ici, est dans une équipe produit d'IA. Il travaille sur un POC de moteur intelligent sur une application mobile et il souhaite 3 modules d'inférence différents qui vont s'exécuter en parallèle sur un unique GPU. Ici, mon GPU, ça peut être un GPU NVIDIA H200, par exemple. Et donc ici, je vais avoir tout simplement différentes applications dessus. Je vais avoir d'abord une application pour mon application mobile. Hein. Je vais avoir une application App Vision. Donc là, tout simplement, cette application, c'est détecter des objets sur une photographie. Donc je vais utiliser des frameworks de type PyTorch. Je vais utiliser des outils également pour la détection des bibliothèques qui vont me permettre de détecter des objets sur mon image Torch Vision, par exemple. Et je vais utiliser après des modèles déjà pré-entraînés, comme par exemple ici un YOLO version 5, qui va me permettre déjà, comme objectif en tout cas, de détecter des objets dans une photo envoyée par des utilisateurs. Ici, la charge d'utilisation de la GPU va être plus ou moins légère, même très modérée. D'accord? Donc, on va faire de l'inférence en batch. Ici, deuxième application, à côté, donc sur mon pod 2, ici, je vais avoir plutôt une application NLP. Donc ici, c'est faire du résumé automatique de texte. Je vais utiliser évidemment comme bibliothèque et comme framework Transformers pour pouvoir faire ça, avec évidemment du TensorFlow, d'accord? Très bien. Ici, l'objectif, c'est tout simplement de pouvoir résumer, d'avoir une description automatique d'un texte qui peut être assez long. Donc, je vais utiliser également ici comme modèle un DecibArt, par exemple.
Et la charge de GPU pour le pod 2 est plutôt assez légère, mais par contre, je vais avoir un usage assez fréquent, d'accord? Donc des appels assez fréquents, assez élevés en termes de GPU sur un petit usage. Et ensuite, ma troisième application ici, eh ben, ça va être tout simplement mon application App Speech. Donc cette application-là, c'est la transcription audio. Je vais utiliser des frameworks de type évidemment PyTorch. Je vais utiliser également des bibliothèques de type Vosk qui vont me permettre de pouvoir faire cette transcription audio. Et donc du coup, c'est tout simplement pareil ici, d'avoir utilisé de façon modérée de la GPU avec des latences très faibles cette fois-ci. Et donc, c'est de pouvoir convertir tout simplement des notes en texte pour l'indexation après dans l'application. Donc, on voit bien ici qu'on a plusieurs usages pour une même application, pour un même utilisateur, entre guillemets. Et donc, la GPU, le modèle de GPU Slasing permet justement à ces trois applications qui vont être lancées dans des notebooks Jupyter ou dans des conteneurs bien séparés, de pouvoir exécuter sur la même GPU au lieu de réserver 3 GPU distinctes et donc pas avoir forcément les mêmes coûts. Ici, il aurait fallu que j'ai tout simplement 3 nodes, chacun disposant de GPU, versus ici, où je n'ai pas tout à fait le même coût, où je vais exploiter pratiquement à 80-90% d'utilisation. Donc ici, on voit bien qu'on est plutôt sur, finalement, une utilisation de ma GPU, plutôt... 80%. Et ici, souvent, ce qu'on remarque, sauf si on fait de l'entraînement très lourd, mais ici, on est plutôt sur un taux d'utilisation de 50%. Donc ici, on peut avoir plusieurs utilisateurs, plusieurs applications. C'est plutôt multi-tenant, multi-utilisateur, je dirais même ça, multi-usage. Ici, on est sur un seul usage. Par contre, c'est assez simple en termes de déploiement, d'installation et d'exploitation. Donc voilà un petit peu le paysage qui s'offre à nous. Donc là, maintenant, à partir de là, je vais m'attarder sur la partie GPU Slasing. Donc principalement mise en œuvre. Et donc on va retrouver deux technologies à travers ça. On vient de le voir, pour le partage d'une meilleure utilisation optimisée des GPU, on va aller s'orienter sur de la GPU Slasing, donc soit temporelle, ou soit spatiale. Pour ça, on va s'adosser à deux technologies, notamment, donc deux principales technologies qui vont être ce qu'on appelle MIG pour multi-instance GPU. C'est quoi? C'est tout simplement ma GPU, d'accord, sur lequel je vais faire un découpage donc de partition. Je vais partitionner de façon physique ma GPU jusqu'à 7 MIG possibles dans ma GPU. Donc à valider, certaines GPU ne sont pas supportées, ne sont pas compatibles, mais si je prends les H100, les H200, on peut tout à fait utiliser cette technologie de partitioning donc physique. On est ici plutôt sur une approche donc hardware. Ensuite, on a une autre approche qui s'appelle la partie MPS. Donc, MPS pour Multi-Process Service. Donc ça, c'est un partage plutôt cette fois-ci logiciel, d'accord, qui va me permettre de pouvoir partitionner à l'intérieur ma GPU et donner accès à mes différents types de tâches. Donc ici, par exemple, j'ai ma GPU, d'accord, et je vais en effet partitionner de façon logicielle. Par exemple, pour la tâche, le workload A, je vais utiliser telle partie de la GPU. Pour le workload, souvenez-vous tout à l'heure, mon utilisateur, mon data scientist qui avait besoin d'utiliser plusieurs instances pour faire de l'inférence pour son application. Voilà, ici, l'exemple est tout trouvé. Donc avec la partie MPS, c'est très facile de pouvoir lui donner de façon parallèle
ces différentes ressources GPU. Donc ici, on vient de voir finalement deux orientations technologiques qui vont nous permettre de pouvoir partager mes GPU. On va voir justement un peu plus ces parties-là. La partie MPS, hein, donc comme je le redis, hein, c'est une technologie d'ailleurs logicielle développée par NVIDIA qui permet tout simplement au processus CUDA, d'accord, de pouvoir partager simultanément des GPU. Chaque processus peut accéder à une portion spécifique, vous voyez, de la GPU. Alors que le MIG, donc pour multi-instance GPU, elle aussi, la technologie de NVIDIA, permet de découper physiquement 2, 3, jusqu'à 7 blocs distincts qui vont être écrits dans le hardware, d'accord, pour tout simplement offrir une isolation matérielle beaucoup plus stricte et qui va être idéale pour des environnements multi-locataires, multi-usages, multi-tenants, où la sécurité et la séparation est très forte et sont essentielles. Donc voilà, deux technologies. Donc maintenant, on a également, une fois qu'on a vu ce GPU slashing, il y a une autre approche également qui est moins évoquée ici pour moi, qui est tout simplement la partie vGPU, d'accord, pour Virtual GPU, qui va être cette fois-ci mandaté par un hyperviseur. Donc il va falloir que j'ai mon hyperviseur ici, sur lequel je vais pouvoir proposer, si mon hyperviseur dispose de GPU ici, de pouvoir proposer aux machines virtuelles l'utilisation de ces GPU. Donc mes machines virtuelles, ici, vont être affectées. On va leur donner plutôt même ce qu'on appelle un vGPU. Donc, concrètement, on prend le GPU physique et on va le découper avec des profils fixes. On va créer des profils vGPU qu'on va affecter, donc entre 2, 4, 8 gigas, voire même plus, qui vont être après assignés à des machines virtuelles. Chaque machine virtuelle va tout simplement voir qu'elle a un GPU virtuel qui lui est affecté à l'intérieur, comme ses ressources de CPU et de mémoire, au même titre. Le gros avantage de la virtuelle GPU, c'est que on va dire qu'on peut combiner très facilement une partie temps, d'accord, et une partie espace. Donc, ce qu'on a vu comme notion de time slicing, de space slicing, peut être combiné finalement dans ces virtual GPU. Donc, c'est idéal pour avoir le meilleur des mondes, entre guillemets. Donc, pour ça, il faut juste s'assurer que l'hyperviseur soit compatible. Il faut qu'on ait les licences NVIDIA vGPU Software. Et il faut avoir une certaine configuration précise pour l'hyperviseur et pour aussi utiliser Kubernetes on top de mes machines virtuelles, en tout cas on top de mon hyperviseur. Donc souvent, on utilise ces infrastructures quand on a déjà une infrastructure virtuelle déjà présente. Et souvent, c'est utilisé également, notamment pour les postes de travail d'IA, pour les data scientists, qui leur permettent d'avoir un peu plus de puissance également dans leurs travaux, que ce soit dans les laboratoires, dans les formations, ou sur des plateformes partagées pour faire du prototype, tout simplement, d'IA. Conclusion rapide, finalement, c'est que le MIG, on va plutôt utiliser ça, vous imaginez bien, sur du multi-utilisateur avec une isolation stricte, d'accord? Donc là, ici, je suis plutôt sur une isolation renforcée, stricte, d'accord, avec des workloads critiques. Et la partie MPS, d'accord, on est plutôt sur une utilisation pour un utilisateur, un cas d'usage unique, d'accord, mais qui veut exécuter plusieurs processus en parallèle, d'accord. Donc là, je suis sur des processus qui sont utilisés en parallèle pour un, on va dire, usage, un utilisateur donné. Prochaine étape, passer une gestion complète de vos ressources GPU avec une approche GPU as a service. GPU as a service. Tout simplement, ça va nous permettre d'utiliser une plateforme qui va aller beaucoup plus loin dans l'efficacité opérationnelle et dans la simplification de l'utilisation et l'optimisation, évidemment, des ressources. Donner
des services autour de la GPU à différents métiers, différents utilisateurs. Pour ça, on pourra aborder des solutions comme Clear ML ou un acteur incontournable aujourd'hui, RunAI. Voilà. Ce sont des solutions sur lesquelles nous pourrons aborder dans une prochaine session pour encore aller plus loin dans ce voyage autour des GPU et des workloads d'IA ou de HPC. Merci pour votre attention, à très vite.